Bonjour, ça fait très longtemps que je suis dans la crypto, mais c'est la première fois que je vois ça. On est en train d'assister à une attaque comme on l'a jamais vu sur une crypto-monnaie menée par une autre crypto-monnaie. Je vais vous parler aujourd'hui d'une attaque économique complètement hallucinante qui a pour cible Monero. Monero, la crypto-monnaie orientée confidentialité qui a une très forte market cap. On parle de 6 milliards de dollars de market cap et ils sont en train d'être attaqués par Cubic. Cubic, c'est un projet qui est beaucoup plus petit. On parle de 270 millions de dollars de market cap. C'est une blockchain qui se veut vraiment très haute performance, avec une notion de minage et utiliser le minage pour faire d'autres choses, pour faire de l'intelligence artificielle et faire pas mal d'autres choses. Mais là, ils sont en train de faire quelque chose de complètement hallucinant. Regardez, on va aller sur Mining Pool Stats, qui est un site qui résume les pools de minage et leur part de marché pour des crypto-monnaies, et on va voir pour Monero. Regardez, à la deuxième place des pools de minage, c'est-à-dire des ordinateurs qui se regroupent pour miner cette crypto-monnaie, on retrouve à la deuxième place Cubic. Cubic qui a 25% à peu près de part de marché. Ils ont 1,50 sur 6 de gigahash par seconde, je pense, c'est ça ce qui est écrit. Ce qui est juste énorme, 25%, et c'est une hausse depuis quelques temps, depuis que Cubic a publié quelque chose. Regardez, on le retrouve ici, un communiqué de presse, sûrement fait par Cubic le 9 juin 2025, où ils ont dit qu'ils viennent de réussir à faire quelque chose d'assez incroyable, de faire en sorte de miner en même temps du Cubic et en même temps aussi du Monero et du Tari avec un même logiciel. Ça veut dire que les mineurs qui peuvent miner du Monero, à la place de miner du Monero uniquement, ils peuvent miner du Cubic, du Tari et du Monero et générer davantage de rendement, générer davantage de profit. Et surtout, ce qui est fait, pourquoi je vous parle d'une attaque, c'est que tous les jetons Monero et les jetons Tari j'en parle moins parce que c'est moins connu, mais c'est aussi une blockchain qui est ciblée par cette attaque, tous les jetons Monero et Tari sont vendus pour acheter de l'USDT. Et l'USDT, vous savez ce qui est fait par l'USDT? Il est utilisé pour acheter le token Cubic, et le token Cubic en question, il est vendu. Donc on observe en fait un cercle vertueux pour le jeton Cubic, parce qu'il y a de plus en plus de mineurs, et les mineurs, ils achètent indirectement via les pools, ils achètent des jetons Cubic avec les récompenses du XMR pour ensuite le burn et réduire la quantité de Cubic en circulation. Donc c'est vraiment un move assez hallucinant, assez intelligent, un peu diabolique, quoi, mais machiavélique, on va dire plutôt, parce que c'est vraiment très bien pensé, mais c'est vraiment utiliser les incitations économiques pour pousser les mineurs à miner dans cette pool de Cubic, vendre les jetons XMR et acheter du Cubic et le burn à la place. On me dirait, mais comment les mineurs de Monero vont être récompensés? Ils sont récompensés avec les jetons Cubic, parce qu'ils ont aussi participé au réseau Cubic. Donc ils ont des récompenses qui est d'ailleurs au-dessus de la récompense qu'ils peuvent obtenir uniquement avec Monero. Donc vraiment, c'est assez fou. Est-ce que vous savez aussi qui a la tête de Cubic, qui a créé Cubic? C'est cette personne, CFB, c'est le cofondateur de IOTA. Et là, en fait, il est assez direct dans ses plans. Il le dit clairement, on veut dominer avec la Cubic Pool, on veut avoir plus de 51% de dominance. Et avec ça, on va même aller jusqu'à bloquer les autres blocs qui vont être minés par d'autres mineurs. C'est-à-dire que la Cubic Pool aura 100% des blocs. Et selon lui, ça va déjà augmenter encore plus le rendement pour les mineurs, parce que tous les autres, ils n'auront pas le choix que de revenir sur cette pool pour avoir pour avoir des récompenses. Et en fait, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est essayer de pump sa crypto à lui. Donc c'est un coup marketing, parce que ça fait parler de Cubic. C'est un coup économique, parce que ça entraîne un rachat des jetons Cubic et un burn de ces jetons Cubic. Et en même temps, il est en train de montrer la puissance de son système qui est utilisé pour miner du XMR, mais qui peut potentiellement, selon ce qu'il présente, à voir si c'est réaliste, être utilisé pour faire de l'IA, pour faire de la recherche IA et entraîner des modèles, etc. Donc c'est une vision assez originale. Ça a l'air de marcher. Je vous ai dit 25% de part de marché, et les gens sont en train d'avoir peur. Et surtout, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va peut-être passer en mode sous-marin, en arrêtant de reporter le taux de hashing, ce qui va complexifier les choses pour suivre l'évolution des taux de hashing, comme on peut le voir ici. Ça risque de complexifier vraiment grandement les choses, et sans savoir la part réelle de part de marché de Cubic, mais les mineurs vont s'en rendre compte. Et selon lui, il dit en plus, il est en train de tuer l'anonymité d'une certaine manière des validateurs. Pourquoi? Parce qu'il dit je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui rejoignent notre pool de minage,
Parce qu'en fait, notre pool de minage, elle n'est pas complètement anonyme. Il faut casser l'anonymité un peu pour devenir mineur. Et du coup, pour lui, il y a sûrement des gens qui ont plein de botnets, qui sont en train de miner du Monero partout, qui utilisent les pools qui ne sont pas leurs pools, et du coup, ils n'ont pas envie de migrer vers leur pool. Bref, on est clairement en train de voir une attaque frontale. J'ai jamais vu ça. Tout simplement, j'ai jamais vu ça. Il y a rien à dire, c'est du jamais vu. Et ça continue. La question, c'est combien de temps ils vont réussir à faire ça, quelle va être la réaction des mineurs de Monero, parce que les mineurs, à un moment donné, il y a un problème, il faut faire quelque chose, il faut faire peut-être un fork, il faut bloquer, mais ça montre aussi honnêtement les dangers du proof of work. Là, on le voit sur Monero, d'accord, petite crypto, 6 milliards de market cap, et on peut voir comment du proof of work, avec des incitations économiques, peut être utilisé pour détourner la puissance vers une autre crypto et créer des problématiques sur cette crypto. On peut aller jusqu'à penser, mais qu'est-ce qui se passerait si ça arrive à la plus grosse crypto-monnaie proof of work? C'est le Bitcoin. C'est des volumes beaucoup plus grands. Je pense qu'à là, à court terme, il n'y a pas beaucoup de risques, mais petit à petit, quand les récompenses du minage vont commencer à baisser, il va y avoir un problème de sécurité sur le Bitcoin. Il faut qu'il y ait une autre compensation, il faut qu'il y ait des frais, il faut qu'il y ait d'autres choses. Mais oui, pour moi, dans les événements critiques, dans les Black Swan qui peuvent arriver au BTC, il y a ce type de scénario. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire la même chose sur le Bitcoin avec une plus grosse market cap. Là, je vous ai dit, pour moi, c'est peu de chances que ça arrive, mais c'est un scénario qui est possible et qui pourra faire un peu de mal au BTC. De là à dire est-ce qu'il faut passer en proof of stake, c'est des avantages et des inconvénients. Moi, j'aime bien que le BTC soit en proof of work et que l'Ether soit en proof of stake, qu'il y ait deux visions différentes. La différence, en fait, c'est que quand on est en proof of stake, au final, on a des cryptos qui sont en jeu. Les validateurs d'Ether ont plus de 32 Ethers qui sont en jeu. Donc s'ils essayent de manipuler et faire des choses qui vont faire perdre de la valeur à l'Ether, ils vont perdre leur stake, ils vont perdre leur part d'Ether, et en mode incitation économique, il y a un sujet, parce qu'à quoi bon gagner quelques pourcents de plus si c'est pour faire baisser le prix de l'Ether de beaucoup. Vous voyez un peu l'enjeu qui existe pas forcément en proof of stake, en proof of work, qui existe en proof of stake. En proof of work, on a les équipements, mais qui peuvent être utilisés pour miner d'autres choses. Donc bon, il y a un problème, quand je vous le dis, il faut suivre ça, je sais quelle va être la part de marché, là ça bouge beaucoup, hein. Là regardez, XMR, ils sont passés à la première place, c'est assez dynamique, là ils sont premiers, c'est la pool, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, ils étaient premiers, Cubic, là ils sont passés quatrième, donc c'est assez dynamique comme on peut le voir, tout à l'heure c'était à la deuxième place, ils ont déjà frôlé la première place aussi, donc ça bouge, là ils sont un peu en dessous il y a quelques minutes quand j'ai commencé à enregistrer cette vidéo, mais il y a un vrai danger sur cette pool de minage qui est en train de prendre des parts de marché et de tuer XMR. Alors il n'y a pas de risque direct pour XMR pour le moment sur l'aspect confidentialité des transactions, et d'ailleurs c'est pour ça que le créateur de Cubic qui dit non mais c'est pas grave, ça va pas impacter le prix du XMR, parce que les utilisateurs de XMR, ceux qui veulent envoyer des transactions confidentielles, ça les préoccupe pas cette notion de pool de minage. De toute façon, eux ils pourront toujours continuer à envoyer des transactions confidentielles, et ça c'est vrai, il n'y a pas de risque pour le moment. Mais bon, une fois qu'il y aura plus de 50% de la puissance de calcul, voilà, on peut commencer à imaginer d'autres types d'attaques, mais voilà, c'est un autre sujet. Mais clairement, pour moi, il y a un risque. Je mets un warning sur Monero, sur ce qui est en train de se passer. C'est assez dangereux. Après, Monero, regardez, se porte très bien, malgré tout ce qui se passe avec Mika, malgré ce qui se passe avec l'interdiction de Monero sur plein de plateformes. Au final, le Monero se porte bien parce que ça a une réelle utilité. C'est parmi les rares cryptos où toutes les transactions sont vraiment confidentielles par défaut, où il n'y a pas d'informations qui circulent, et c'est vraiment un point positif pour Monero. Donc voilà, j'ai fait un zoom sur Monero, mais j'ai plein d'autres choses à vous raconter. Il s'est passé plein de choses sur le marché crypto aujourd'hui. On va parler du cours des crypto-monnaies. On a un BTC 118 000 $, un Ether qui frôle les 3 800 $. Il y a le marché qui est toujours assez haut. BNB, regardez, BNB commence à bien augmenter. On a 840 $. Je vous parle d'ailleurs de plusieurs news autour de BNB dans un instant. Juste avant, il vous reste quelques jours, 3 jours et quelques heures pour profiter de la promo sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. Vous avez 20 € offerts sur cet exchange européen qui a l'agrément Mika. 20 € offerts pour acheter. Il y a près de 400 crypto-monnaies disponibles à l'achat, donc probablement vous trouverez votre bonheur sur cette plateforme que je recommande, et c'est un exchange partenaire de ma chaîne depuis très longtemps maintenant. Alors je vous ai dit plein de news, on va commencer par parler de Solana. Et Solana, c'est assez étrange ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir le fondateur de Solana
qui critique l'écosystème Solana en disant que les mêmes coins et même les NFT, c'est du digital slope. C'est quoi slope? C'est un terme qui est beaucoup utilisé avec l'IA pour parler de AI slope, c'est-à-dire le spam un peu créé avec l'IA, toutes ces images génériques qu'on peut voir un peu partout avec l'IA. Et pour lui, c'est quelque chose qui est pas bien de toute façon pour l'écosystème. Quand on traite quelque chose de slope, c'est pas positif. Et là, c'est étrange de voir en fait le créateur d'une blockchain critiquer quelque chose qui marche beaucoup sur cette blockchain. Alors pour un peu rappeler ce que Vitalik avait dit aussi, un autre commentaire d'une blockchain, lui aussi était assez critique de tous les usages, même financiers, autour de la finance décentralisée sur Ethereum, et il voulait davantage d'usages non monétaires sur Ethereum. Donc encore une fois, on voit souvent des créateurs de blockchain qui au final ne sont pas forcément contents de ce qu'ils sont en train de voir sur leur blockchain. C'est dommage, mais je pense que voilà, Solana veut casser l'image un peu des mêmes coins, des NFT, revenir un peu comme étant perçu comme une blockchain plus crédible pour les institutionnels, pour Wall Street, et c'est pas avec des mêmes coins qu'on va attirer Wall Street, c'est pas en leur disant venez trader des mêmes coins, venez voir pump.fun, etc., que ça va attirer Wall Street. Je pense, moi, que c'est ma vision, c'est un peu un changement d'image que veut avoir Solana. Ensuite, Ethereum. Vous savez à quel point j'aime bien Ethereum, hein, je ne m'en cache pas. Et ben, Ethereum, les ETF sur Ethereum continuent d'attirer énormément de monde. Il y a eu 5 milliards qui sont arrivés au niveau des fonds, des inflows, 5 milliards de dollars sur les 2 dernières semaines. Il y a énormément d'intérêt autour des ETF Ethereum. Et il y a plein d'autres choses autour d'Ethereum. Ils ont la société Sharplink Gaming, dont je vous ai pas mal parlé, qui accumule de l'Ether, vient de recruter comme co-CEO l'ancien patron de tout ce qui est autour de la stratégie des crypto-monnaies chez BlackRock, Joseph Shalom. C'est quelqu'un qui était vraiment très impliqué sur tout ça et il est vraiment bien introduit. Donc Sharplink Gaming, leur vision vraiment, c'est Wall Street, essayer de ramener le plus de gens de Wall Street sur Ethereum à travers cette société qui se positionne comme un micro-stratégie pour le BTC. Et ça, c'est vraiment un très gros recrutement. Il va être payé plusieurs millions d'euros par an. J'ai vu c'était public, donc c'est intéressant de voir aussi que ça rapporte bien. Ensuite, on a une autre société, BTCS, qui vient d'acheter 55 millions de dollars d'Ether. Ils ont 70 000 Ether en ce moment. Donc vraiment, ça continue. Je vous ai dit, il y a une course à l'achat autour de l'Ether depuis un certain temps. On a parlé de Sharplink Gaming. On a Bitmain, là, ils ont plus, ça je vous en avais déjà parlé, ils ont plus de 2 milliards de dollars. Et si on regarde Strategic Hedge Reserve, on peut voir qu'on a toujours Bitmain à la première place des sociétés qui ont le plus d'Ether. Sharplink sur la deuxième place, ils ont un peu plus que ce qui est noté ici, ils sont passés à 400 000 Ether, mais ils restent deuxième. L'Ether, je vous ai dit, il y a plein de choses qui se passent sur Ethereum. Il y a moins de meme coins justement que ce qu'on peut voir sur Solana, mais il y a plus de finances décentralisées. Même sur Solana, ça se développe vraiment énormément. Pour moi, c'est la deuxième blockchain en termes de finances décentralisées, mais Ethereum, il reste leader sur le sujet. Il y a plein de choses sur Ethereum, plein de manières de générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos sur Ethereum. Alors oui, il faut un peu étudier les choses, mais c'est assez simple et je vous promets, si vous y intéressez, il y a moyen de générer du rendement. Moi, j'accompagne plein de personnes pour avoir le meilleur rendement possible sur la crypto-monnaie. Et à tout casser, ceux qui veulent faire ça vraiment passivement, ça doit leur prendre à tout casser, je pense, 1 heure par mois pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc ça demande pas vraiment beaucoup de temps et ça vous permet de générer. Là, sur les stablecoins, on est monté à encore du 10-15%. Et même si vous n'êtes pas en stablecoin, il y a moyen de profiter de ce rendement avec vos cryptos. Bref, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors c'est pour les portefeuilles qui sont quand même assez conséquents. On va pas faire des stratégies avec 1000 ou 2000 dollars, clairement. Ensuite, on va parler de la baleine. La baleine qui a vendu ses bitcoins, vous vous rappelez, 80 000 bitcoins. Je vous avais dit que j'avais vu passer que Galaxy, la société Galaxy Digital qui avait reçu ses bitcoins pour être vendus, au final, les a vendus. Donc ils ont confirmé avoir bien vendu ses bitcoins. On avait vu une petite chute des crypto-monnaies à un moment donné. Le BTC, on avait atteint les 115 000 dollars, mais là on a bien vu que l'impact a vite été... ça s'est compensé, quoi. Le BTC, on est revenu à des niveaux assez hauts. Donc au final, une baleine vient de vendre 80 000 bitcoins, 9 milliards de dollars sur le marché, et au final, le marché se porte plutôt bien. Alors oui, on est un peu dans le rouge aujourd'hui, mais c'est négligeable, on a toujours un bitcoin à 118 000 dollars, donc la vente a été absorbée au final sans problème. Une grande partie en OTC, c'est-à-dire de gré à gré, même s'il y a une partie qui aurait été faite sur des exchanges, qui aurait expliqué cette chute un peu de quelques milliers de dollars pour le BTC. Ensuite, on va parler du BNB. Je vous ai dit, le BNB, il vient d'atteindre encore un plus haut historique, plus de 850 dollars. Et il y a des sociétés qui se mettent à acheter du BTC. On a parlé du WindTree Therapeutics.
Ils ont dit qu'ils allaient acheter pour 520 millions de dollars de BNB. Donc c'est assez énorme. On a CZ aussi qui détient, selon Cointelegraph, 75 milliards de dollars en BNB. C'est énorme et pour moi là, attention, hein, je le sais, je le répète, il y a vraiment une centralisation autour du BNB avec Binance et CZ qui en détiennent beaucoup. CZ, voilà, il est extrêmement riche en BNB. Alors, c'est pas dans leur intérêt de faire chuter le cours, mais gardez en tête quand même que vous êtes sur une crypto qui reste assez centralisée en termes de holder. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Comme d'ailleurs pour XRP, où je vous dis c'est centralisé en termes de holder. Ripple détient une grande partie des XRP. Cet article nous dit d'ailleurs que les wallets associés à Chris Larsen, le cofondateur de Ripple qui a vendu dernièrement, eh bien encore 9 milliards de dollars qu'il peut vendre. Donc vous voyez un peu la problématique de la concentration sur les créateurs de ces blockchains. Il faut faire attention. On sait que Satoshi Nakamoto, hein, il a 1 million de BTC qui n'ont a priori pas bougé depuis un certain temps, donc tant mieux. Mais c'est un risque aussi, hein, c'est 1 million. Je m'en cache pas. Enfin, je ne vous le cache pas. Tout le monde le sait. Je pense vraiment pas que ça va être vendu un jour, mais il faut garder ça en tête. On a aussi cette société 10x Capital qui est en train de lever de l'argent, 500 millions de dollars pour acheter du BNB. Je vous dis, le BNB, c'est assez fou. Ça, c'est notamment soutenu par YZI Labs. C'est qui YZI Labs? C'est le fonds d'investissement de CZ. C'est l'ancien Binance Lab, le fonds d'investissement. CZ a gardé la partie investissement de Binance. Et du coup, il continue d'investir et ça peut monter jusqu'à 1,25 milliard de dollars. Donc bref, c'est assez bullish hein, pour BNB quand on voit tous ces achats autour de cette crypto. Vraiment, c'est en train de pump bien au-dessus du marché, comme on peut le voir. Regardez, là, on est à 840, on a frôlé les 850, 117 milliards de dollars de market cap, au-dessus de Solana. Alors qu'il y a quelques temps, quand même, Solana avait été à un niveau assez élevé. On est encore loin hein, de XRP, loin des autres, mais c'est quand même fort ce que fait le BNB, de plus haut historique en plus haut historique ces derniers jours, vraiment. Bravo à eux, j'en ai parlé de la roadmap très très innovante, en tout cas très ambitieuse plutôt, avec plein de choses. Ils veulent même tout refondre un peu toute la BNB pour que ça soit encore plus haute performance. Donc avec toutes ces annonces techniques au niveau de la roadmap, annonces de ces investisseurs, c'est quelque chose qui participe à l'envolée du cours de ce token. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.